Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Mais ce soir, on va concentrer sur un sujet très important, un sujet régional qui se tient en Égypte, tel des réunions des factions libyennes sous l'égide de l'Égypte, ici en Égypte, pour préparer le terrain pour la tenue des élections et pour la stabilité politique dans ce pays voisin tel la Libye. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Amr Zouhairi, vous êtes journaliste et chercheur. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons quelques sujets qu'on va discuter et vous allez en parler. Je commence par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a ordonné de renforcer le rôle des organisations non gouvernementales, les mécanismes de coordination et le système des femmes leaders communautaires vu leur importance, ainsi que la formation de groupes de travail spécialisés pour examiner tous les problèmes sociaux communs. Salih Hamed et Perihan Farou nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné dimanche le programme national des femmes leaders communautaires et du projet national de développement de la famille égyptienne. Ceci a eu lieu lors de la réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli ainsi qu'avec les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la planification et du développement économique, des finances, de la solidarité sociale, en présence de la présidente du Conseil national de la femme, Maya Morsi. La réunion a abordé l'expérience des femmes leaders communautaires dans le cadre des travaux des ministères et des autorités concernées dans le domaine de la sensibilisation de la femme, de la famille et de la société. Le président el-Sisi a dirigé de renforcer et de soutenir le rôle des organisations non gouvernementales et des mécanismes de coordination entre elles, ainsi que la formation de groupes de travail spécialisés pour étudier tous les problèmes sociaux communs que les femmes leaders découvrent au cours de leur travail sur le terrain et présenter un soutien en coordination et en harmonie avec les initiatives de l'État telles que le développement de la famille égyptienne et vie décente. La réunion a demain porté sur la position exécutive du projet national pour le développement de la famille égyptienne, de tous ses axes et avec la participation de toutes les agences compétentes, ainsi que la zone géographique du projet au niveau de la République et les catégories ciblées dans le but d'évaluer d'une manière intégrée tous les aspects de la vie des familles égyptiennes. Le chef de l'État a exigé de poursuivre la coordination entre toutes les parties concernées pour auditer tous les détails du projet de développement de la famille égyptienne avant le lancement de sa première phase, en plus de surveiller et d'évaluer régulièrement les résultats du projet pour atteindre les résultats souhaités. Monsieur Amr Zouhairi, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Voilà, quelle est l'importance de ces réunions en général concernant la famille égyptienne et la femme? Ouais, en premier, je souhaite vous souhaiter à nos chers téléspectateurs et nos téléspectatrices un joyeux Pâques et bon mois de Ramadan, Inch'Allah, pour tout le monde, pour toute l'humanité tout entière. L'importance, je trouve, de ce projet, c'est l'essai une tentative de optimiser d'un côté, on dirait, la productivité de la famille égyptienne, par déjà maintenir un cadre plus restrictif, on dirait compatible avec le monde du XXIe siècle, qui permettrait à la famille, mère et père ensemble, à élever les enfants dans un environnement sain qui pourrait leur donner le bénéfice d'avoir des enfants éduqués,
qui trouveraient des facilités, avec facilité du travail, des offres de travail, et qui peuvent être utiles à la société égyptienne et à leur entourage. Donc c'est un pas en avant, mais et on verra cela après, que le plus important dans cette histoire, c'est mettre en avant le dossier de l'éducation des filles et des femmes égyptiennes, parce que une éducation complète permettra d'avoir une famille plus efficace, au niveau qu'elle serait plus contente à vivre et dans un environnement sain. Un deuxième volet, je voulais mettre en avant aussi dans ce dossier, que les ONG, elles doivent se mettre en duo avec les écoles et les corps institutionnels de l'éducation pour optimiser ce but ou cet objectif. Mais le plus essentiel ou le plus important, c'est de ne pas mettre en avant les ONG pour récolter des fonds sans être efficace dans le but final d'avoir une famille égyptienne saine au XXIe siècle. Très bien, vous avez parlé du rôle de la société, de l'école, voilà, l'éducation et tout ça, et le rôle de la famille. Quel est le rôle de la famille vraiment pour aller de pair avec pour arriver à avoir un enfant sain? C'est de le surveiller, de le fournir de le surveiller avec amour. Quand elle surveille, ça dépend à quelle étape de la vie il est, en enfance, en adolescence, en majorité. Donc l'important, c'est à l'âge de la majorité, de l'avoir en tant qu'ami, proche de la famille, avec un cadre éducatif qui est précédent, qui lui a permis de découvrir le monde. Ce n'est pas la surveillance, c'est pas pour le mettre dans un cadre restrictif. Non, c'est pour qu'il arrive à faire le mieux pour lui. Mais cela ne peut pas être le devoir de personne, parce que c'est à chacun, tout à chacun de le faire soi-même, mais il faut donner les outils depuis l'enfance d'arriver à leur but dans la vie, à toute l'enfance ou l'adolescence ou la famille égyptienne, avec un cadre clair de transparence et dans la société, avec la clarification de tout ce qui est obscur ou peut-être inconnu pour les enfants. Donc essayer de le faire découvrir le monde. Déjà, on va pas commencer par l'Égypte, faire découvrir le pays, et puis découvrir le monde. Tout à fait. Bon, je passe à un deuxième sujet. Il s'agit de la ministre de la Coopération internationale, Rania El Machad, qui a souligné le rapport stratégique entre l'Égypte et la Banque mondiale, l'un des plus grands partenaires de développement multilatéraux pour l'Égypte, vu que le partenariat actuel avec la banque est diversifié et vise à soutenir l'agenda 2030 pour le développement durable. Salih Hamed et Perihan Farouk. La ministre de la Coopération internationale, Rania El Machad, a discuté dimanche des préparatifs du cadre de partenariat stratégique entre l'Égypte et la Banque pour la période 2023-2027 dans le cadre des directives présidentielles afin de tirer le meilleur parti de la coopération avec les partenaires au développement.
Ceci a eu lieu lors de sa réunion avec des représentants du gouvernement égyptien ainsi que des représentants et de hauts fonctionnaires d'une vingtaine d'organisations nationaux, du Conseil national des femmes et des responsables de la Banque mondiale. Dr El Machat a souligné que les deux parties sont liées par un partenariat fort qui soutient les orientations du pays de transition vers une économie verte, la mise en œuvre de réformes économiques et structurelles et la participation du secteur privé dans le développement. Elle a également indiqué qu'un cadre de financement des politiques de développement avait été récemment mis en œuvre d'une valeur de 360 millions de dollars pour soutenir le plan du gouvernement pour les réformes structurelles. Monsieur Zouheri, la relation entre l'Égypte et la Banque mondiale, ça dure depuis longtemps. Et là, c'est le temps que la Banque mondiale soutienne l'Égypte pour l'agenda 2030. Oui, c'est depuis la création de la Banque mondiale. Hein. Mais parce que également, il y a des années de la diplomatie égyptienne. Donc, la Banque mondiale, il a prévu une baisse dans le PIB égyptien. Notamment à cause de la corona, de la Covid, et puis il y a eu des conflits, donc la crise des céréales qui a débuté avec la guerre en Ukraine, donc un soutien étroit de la Banque mondiale, il est nécessaire en ce moment. Parce que la baisse, elle ne serait pas énorme, mais nous restons parmi les seuls pays arabes, par exemple, ou africains, qui ont pu avoir un budget positif. Donc il n'y a pas. Donc si il peut voir une baisse de 5% à 5,5%, donc c'est pas catastrophique, mais ça demande un soutien de l'entourage avec de toute la communauté internationale et de toutes les institutions internationales aussi. Et ce soutien, il devrait être sans excès, sans nous mettre dans l'embarras, comme ça a été le cas de l'Argentine, par exemple, dans d'autres pays. Donc, parce que le moins d'aide directe de la Banque mondiale, c'est mieux pour l'économie égyptienne, et ce serait ça. Et un jour, nous étions un pays qui aidait les autres pays. Donc, ce jour-là, j'espère bien qu'arrivera dans notre vie. Donc c'est juste ce que je pourrais dire sur ce sujet, mais au niveau de la question des femmes en politique, moi je considère que la question de genre, c'est pas une question de genre, une femme et un homme sont égaux, ça c'est clair, et c'est clair par toutes les religions, même musulmanes, au fond, dans ce qu'il y a de philosophique, dans l'organisation de la société, il y a une égalité. Donc, sans doute, de mettre des femmes leaders, et nous sommes un pays dans la région leader dans ce domaine, précisément dans les dernières années, mais ça reste sans conséquence, femmes ou hommes, mais l'essentiel, c'est d'avoir l'optimisation des résultats et d'un autre côté, au niveau de l'environnement, de mettre en pratique tout ce qui a été déjà décidé avant parmi dans les COP depuis l'accord de Paris sur l'environnement, et le mettre en avant. Aujourd'hui, nous sommes nous allons accueillir en novembre prochain à Sharm el-Sheikh le COP 27. Donc c'est une réunion très importante pour l'avenir de l'ensemble
de l'humanité entière. Oui, c'est vrai. Vous avez parlé tout à l'heure des conséquences des circonstances mondiales sur l'économie égyptienne. Si on parle de la guerre en Ukraine, comment ça a affecté l'économie égyptienne, ou bien plutôt l'importation du blé? Eh ben, il ne fallait pas me rappeler, parce que c'est triste ce qui se passe en Ukraine, parce que c'est une guerre fratricide, c'est vrai, parce que dans quelques jours, on fêtera la fin de la guerre mondiale, et on verra dans la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ensemble, deux pays, ils ont fourni 17 millions de martyrs, de victimes. Donc le plus grand, c'est la plus grosse perte de l'humanité, c'était de ces deux pays frères. Donc cela, il faut pas l'oublier, le négliger. Les souffrances de peuples ukrainiens et russes ensemble, et elle est immesurable. Donc, et bien sûr, l'Ukraine, c'est un pays producteur de céréales, de blé, et nous sommes un pays importateur, et nous entendons les conséquences avec des images de guerre qu'on voit, on ne sait pas, c'est avec les infox, les intox et les fake news, on ne sait pas qui fait quoi et qu'est-ce qu'il y a. C'est un chaos, un nouveau chaos qui frappe le monde. Qui frappe le monde et qui se passe au nord de l'Égypte. Oui, tout à fait. Et voilà. Bon, on va passer à un autre. Peut-être on fêtera bientôt la fin de cette guerre, comme espérons bien. On va fêter la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Troisième sujet. C'est notre sujet principal de notre émission. Des réunions convoquées par le Caire pour combler le fossé entre les parties à la crise libyenne ont débuté mercredi dernier dans la capitale égyptienne. L'initiative égyptienne est basée sur la réunification libyenne, unifiant les institutions, n'excluant aucune partie à l'avenir et empêchant les poursuites illégales. Cela s'ajoute à la formation d'un comité juridique neutre chargé de la refonte de la Constitution. Salih Hamed Perihan Farou nous donne les détails. Des réunions convoquées par le Caire pour combler le fossé entre les parties à la crise libyenne ont débuté mercredi dernier au Caire. Deux délégations de la Chambre des représentants libyenne et du Conseil d'État au Caire ont discuté pendant 2 jours au Caire des enjeux constitutionnels ainsi que des élections présidentielles et parlementaires sous l'égide de l'ONU afin de résoudre la crise libyenne et d'œuvrer pour une nouvelle constitution. L'initiative égyptienne est basée sur la réunification libyenne, unifiant les institutions, n'excluant aucune partie à l'avenir et empêchant les poursuites illégales. Cela s'ajoute à la formation d'un comité juridique neutre chargé de la refonte de la Constitution. L'Égypte cherche à fixer un calendrier pour la sortie des forces étrangères de la Libye avec l'intégration de ceux qui sont aptes dans les institutions de sécurité et militaires, en plus de la formation d'un comité indépendant responsable des personnes éligibles pour intégrer et retirer ceux qui ont des réserves de sécurité. L'initiative comprenait également un calendrier prévoyant que chaque institution prenne en charge son travail sans aucune ingérence étrangère, avec des promesses de commencer à élaborer un plan progressif pour organiser les élections à temps. Le Caire travaille actuellement à accélérer le rythme de la prise de fonction du nouveau gouvernement pour assurer la stabilité de la situation. Ces entretiens accueillis par le Caire s'inscrivent sous l'égide de l'ONU pour mettre en relief l'importance du soutien de la communauté internationale et des institutions qui représentent le peuple en vue d'appuyer le consensus interlibyen en tant que seul moyen de sortir de cette crise. Le chef du service de renseignement égyptien a déclaré durant la cérémonie d'ouverture de ces réunions que le moment était venu de répondre aux aspirations de stabilité du peuple libyen en forçant la voie politique afin que le pays ait une institution
qui définissent les pouvoirs politiques et les diverses responsabilités de chacun et qui permettent éventuellement la tenue prochaine d'élections présidentielles et parlementaires. Le chef du service de renseignement a ajouté que l'Égypte tenait à préserver l'unité et l'intégrité des territoires libyens, soulignant l'adhésion de l'État à un règlement politique de la situation sous les auspices de l'ONU. Monsieur Amr Zouhairi, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Voilà, l'Égypte accueille, plutôt le Caire accueille des réunions des différentes factions libyennes au Caire pour tenter de rapprocher entre elles, et en même temps d'essayer d'arriver à la stabilité politique et sociale en Libye. Que pensez-vous de ces réunions ? Je pense que c'est un pas en avant. Aujourd'hui, ça a été clôturé sur une suite ou une demande de suite après l'Aïd el-Fitr, Inch'Allah, au Caire, en Égypte. Cela dépend des circonstances. Malheureusement, ils ne sont pas aboutis, mais c'est un pas en avant. Mais pour parler, ont été à l'initiative de l'ambassadeur égyptien en Tunisie, on a accepté d'accueillir les frères libyens. Et l'essentiel dans cette histoire, bien sûr, cela a été sous l'égide des Nations Unies et la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Williams. Elle a, avec un arabe parfait, elle a accueilli et elle poursuit ses tentatives et initiatives de mettre la transparence et la possibilité de réaliser les élections qui ont été prévues le 24 décembre dernier au plus vite. Donc, dans ce cadre, tout est dit. Donc, il faut organiser au plus vite des élections, mais ne pas prioriser le time frame ou le calendrier aux accords, ni le contraire. Donc, ne pas clore des négociations si ils peuvent aboutir à un résultat. Et ce qui est à faire, c'est maintenir et continuer ces efforts pour trouver un accord possible pour un accord chez les frères libyens. Donc, la situation, elle se complique. Et ça s'empire depuis que les élections sont reportées. Donc, avec aujourd'hui deux gouvernements qui proclament le pouvoir et proclament ils veulent être à Tripoli, donc avoir Tripoli et avoir les accès à la Banque centrale et au pétrole. Donc cela met la Libye actuellement en difficulté. Mais c'est un pas nécessaire pour poursuivre poursuivre des négociations pour arrêter ce chaos libyen. Et heureusement, jusqu'à maintenant, on maintient un cessez-le-feu qu'on espère bien que les prochains jours pour contrôler Tripoli ne sera pas d'effet. Il y a peut-être un an, il y avait vraiment une guerre
à l'intérieur des territoires, oui, bien sûr les territoires libyens, entre des puissances, la Turquie, la Russie. Il y avait des mercenaires venant soit de la Syrie, soit de l'Afrique, soit d'Europe. Là, quelle est la situation actuelle sur le terrain? Le vrai problème, qu'on ne sait plus qui fait quoi. Parce que, par exemple, les 2 premiers ministres libyens, ils sont de Misrata, tous les 2. Et ils sont proches idéologiquement, plus ou moins. Donc, il n'y a pas... Malheureusement, c'est des intérêts personnels qui arrêtent le processus de paix en Libye. Et aujourd'hui, le citoyen libyen ne sait pas ce qui se passe. Les prix de pétrole se volent. Et lui, il ne ressent rien. Aujourd'hui, cette situation s'est empirée. Aujourd'hui, il n'arrive pas à trouver les livres scolaires pour les enfants. Les hôpitaux, ils sont dans un état très dégradé. Donc, ce qui va améliorer la situation, c'est de mettre en avant le citoyen libyen, puis et aller dans tous les cadres possibles. Donc même dans 60 jours, et trouver un nouveau parlement qui prendrait le pouvoir, ce serait pas mal. Mais l'essentiel, c'est de mettre tous les moyens du pays, de la Libye, pour servir le citoyen libyen, dans les 3 zones principales, soit à Fezzan ou à Tripolitaine ou à la zone proche de l'Égypte. Donc, et malheureusement, beaucoup de mercenaires ont trouvé refuge, parce que c'est aussi un carrefour, une route pour l'Europe, parce qu'il y a aussi l'année dernière, l'OMC, l'Organisation mondiale de l'immigration, a déclaré la mort de 1500 personnes qui ont fait la tentative de passer à l'Europe. Donc, c'est un ensemble de problèmes qui s'ajoutent, et il y a les bonnes intentions, mais ça ne suffit pas, malheureusement. On sait que la Libye est divisée en des tribus. Soit dans l'Est ou l'Ouest, soit... L'Est, au Sud au Sud, parce qu'il y a les trois règles, le Toubou, les Amazirs. Il y a beaucoup de composantes, voilà. Beaucoup de composantes libyennes, tribales, qui participent. Et il y a les Arabes également. Donc, il y a une concorde. Mais l'essentiel, c'est de trouver un cadre législatif ou constitutionnel qui peut marcher ou fonctionner sur tout, accepté par tous, qui permettra de faire au moins, ou commencer par les élections législatives, sans parler des présidentielles. Et il y a beaucoup de sujets de désaccord, pas seulement l'article 12, mais il y a d'autres cadres de désaccord. Donc même sur le plus simple, c'est l'hymne national ou le drapeau du pays. Donc il y aurait toujours des difficultés à trouver. Mais l'essentiel, c'est maintenant de trouver le cadre le plus facile pour avoir un compromis. Parce que le pourcentage du 2/3+1, c'est difficile à réaliser dans un cadre peut-être 50% plus 1, ce serait mieux. Mais bon, ça c'est pour utiliser des solutions pratiques. Il faut aller avec le moindre difficulté pour réaliser une élection qui a été attendue depuis longtemps. Oui. Il y avait une présence étrangère en Libye, comme je viens de le dire, il y avait... Et ça existe toujours, parce que voilà, la sortie des mercenaires, c'est très importante, et c'était pas terminé. C'est pas terminé. Est-ce qu'il y a toujours une guerre en Libye? Parce qu'elle est voisine de la région de Sahel, où il y a la guerre aussi. Oui. Donc elle est entourée avec des ressources pétrolières qui attirent les convoitises de l'ensemble de la communauté internationale. On le voit bien.
Là même, il y a eu des voix européennes qui ont demandé à la Libye d'envoyer ou bien d'exporter le pétrole ou le gaz vers l'Europe pour remplacer le gaz russe. Est-ce que c'est possible? Mais actuellement, la situation, elle devient de plus en plus difficile en Libye parce que la population, donc les citoyens libyens, en voyant la situation se dégrader, ils ont commencé à arrêter la production et des puits de pétrole en Libye. Donc, c'est pas ça la solution. La solution actuellement, c'est de résoudre le problème du pétrole, du manque de pétrole autrement, et trouver une solution à la Libye, qui est propre à la Libye. Il ne faut pas convoiter, parce que la Libye, elle a du pétrole, elle a de l'eau, elle a du gaz, etc., de remplacer. Enfin, on ne va pas faire des remplacements c'est pas la question. Oui, c'est une des causes. Des problèmes. Ce serait bien, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde entier, on trouve des navires qui coulent dans les mers, soit à côté en Tunisie, par exemple, en Tunisie, en mer Noire, donc qui peuvent nuire à l'environnement. En même temps, ils demandent une augmentation de la production pétrolière dans un pays instable. Au moment où il y a des difficultés qui les entourent partout. Donc, on parlait tout à l'heure des élections législatives comme cadre primaire, mais ce qui est important pour le citoyen libyen, c'est avoir également les élections présidentielles où on verra selon après les élections, quel cadre va être donc décidé par les nouvelles autorités parlementaires élues. Vous venez de dire que ça existe toujours, les forces étrangères. Nous savons que la Russie existe. La Russie et la Turquie. Oui. Ouais. La Russie a un très grand problème avec l'Occident. Il y a également, donc il parle de mercenaires, Wagner, etc. Mais il y en a d'autres. Il y a des milices tchadiennes, il y a des milices soudanaises, il y a des milices touareg, il y a des milices arabes, etc. Sans parler des milices dirigées par les principaux chefs de guerre en Libye. Donc la situation, elle est catastrophique, chaotique, et personne ne s'intéresse aux citoyens libyens. C'est tout à fait. L'Égypte, ou bien le Caire, est en train d'essayer de réconcilier entre les différentes parties et factions libyennes. Mais en même temps, il y a ces forces étrangères sur le terrain qui vont peut-être freiner l'arrivée à une solution pour leurs intérêts, surtout avec la guerre en Ukraine. Au niveau de quoi? Au niveau de la Libye? Au niveau du gaz, au niveau du pétrole, en faveur de la Russie. Mais en faveur de la Russie ou en faveur ou bien de la Turquie. Ou de la Turquie, mais il y a les Européens aussi qui soutiennent, par exemple, les deux gouvernements à la fois. Oui, la France et l'Italie qui sont là. Oui, il y a l'Italie, mais chacun, il s'intéresse, par exemple, il y a, comme on a dit tout à l'heure, ceux qui s'intéressent à arrêter l'immigration vers l'Italie, et ceux qui intéressent à prendre les ressources de la Libye au sud, et ceux qui s'intéressent et ainsi de suite. Donc la situation se complique. Et on veut plus de guerre par procuration, et on veut plus que les conflits qui se passent en Europe ou ailleurs, qui devraient être arrêtés depuis longtemps et qui normalement la guerre mondiale aurait dû être la dernière, la deuxième. Donc aujourd'hui, il faut mettre tous les efforts pour trouver une solution. Sur tous les volets qui ont été proposés dans le cadre de Berlin, des négociations de Berlin. Donc au niveau politique, sécuritaire, constitutionnel et ainsi de suite. Le problème actuel est peut-être sécuritaire plus que constitutionnel. Actuellement, les négociations qui ont été au Caire et qui continueront, c'est
ce qui concerne le volet constitutionnel des problèmes de la Libye. Mais ça ne se résume pas au cadre constitutionnel. Il y a le cadre sécuritaire, militaire, économique et social. Comme vous avez précisé, il y a eu des mercenaires qui viennent et des gens qui viennent pour faire la guerre, pour vivre de la guerre et tuer des gens. Donc ça, c'est pour les intérêts de ceux qui leur payent. Donc ça, c'est inacceptable. Donc, il faut sortir de cela. Voilà, où on est concernant les négociations qui se tiennent actuellement en Égypte et qui vont se poursuivre après le Eid. Après en congé, la fête, on va dire. Mais où on est on dirait... Est-ce qu'on progresse? On progresse, oui. Oui, il y a un progrès, sans doute. Parce que ça concerne le volet constitutionnel. Donc il y a un progrès qui continue dans le cadre de négociation. Le Conseil libyen et le Parlement, ils ont envoyé les représentants et ils poursuivent le pourparler. Et deux choses qui font problème en Libye, que des fois les gens changent d'avis. C'est ça ma question. Non, entre eux. Oui, je sais, mais c'est ça ma question. Est-ce que les résultats du Caire seront, comment on dit on verra le résultat du Caire après le Eid. C'est ce que va aboutir les prochaines négociations. Si on sort par des solutions ou bien des résultats, est-ce que tout le monde va respecter? On espère bien, et puis il n'y a plus de choix. Donc il passera après, si ça va échouer, il y aurait 60 jours, après il y aurait d'autres comités qui va prendre en charge le dossier. Donc c'est pas catastrophique, mais c'est pas le volet qui fait tort à la Libye. Le volet qui fait tort à la Libye, comme vous avez mentionné, c'est le dossier sécuritaire, militaire, des milices et des ingérences étrangères. Tout à fait, surtout les ingérences étrangères. Là, si on parle de l'économie libyenne, on sait très bien que la Libye était un pays d'une forte économie avant 2011. Aujourd'hui, comment on peut décrire l'économie libyenne? Comme toute économie arabe ou mondiale. On a beaucoup perdu. Au mondial. Oui, aujourd'hui, avec les conséquences de mort, même l'économie américaine, elle est un peu... Oui, bien sûr, rétrécie. Malade un peu. Donc, c'est pas catastrophique. C'est l'économie dans l'ensemble du monde entier, dans toute l'histoire de l'humanité, c'était des hauts et de bas. Mais l'idée de ne pas toucher le fond et puis s'enfoncer. C'est aujourd'hui l'économie libyenne. Elle est contrôlée par la Banque centrale. Il y a il y a l'économie également au niveau du pétrole qui a fait problème, qui a causé problème, qui n'a pas été aimé par de nombreux gens, qu'il y a eu un déblocage de 8 milliards de dollars par l'institution du pétrole pour le président, le Premier ministre sorti de Biba. Donc ça a causé tort parce qu'il pense qu'il y a des mauvais choix dans l'usage de l'argent. Donc ils ne vont pas en priorité à la fourniture scolaire des enfants libyens, mais ils vont plutôt à payer des professionnels de la guerre, comme vous avez mentionné. Des mercenaires. Ouais. Oui, voilà. Bon, est-ce que vous êtes... Par exemple, entre autres. Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes optimiste vis-à-vis de ces réunions qui se tiennent là? Oui. Est-ce que ça va aboutir? Elles vont aboutir? Oui, Inch'Allah. Oui, je suis optimiste parce qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, la Libye, elle souffre et l'ensemble de l'humanité souffre. Mais le problème libyen, c'est mettre une pierre angulaire dans la stabilité dans l'ensemble de la région, l'ensemble de l'Afrique et l'ensemble du monde arabe et peut-être dans l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. Est-ce que l'instabilité politique et sécuritaire et tout au Soudan,
peut affecter quand même la Libye. Bien sûr, ça affecte le dossier libyen. Ça affecte énormément le dossier libyen. Dans quelle mesure? Dans mesure, parce que... Et aussi, c'est des professionnels de la guerre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et il y a toute la région du sud de la Libye qui demande plus de regard. Mais tout ne devrait pas être contrôlé par des drones. Il faut aller vers les sociétés, vers les gens, pour résoudre le problème, retirer les armes. Retirer les armes des mercenaires, de tous ceux qui ne devraient pas avoir des armes. Nous ne sommes pas au Far West. Oui. C'est pas les procurer des armes. Ça? Comment? Qui peut retirer les armes? C'est-à-dire ce sont des forces internationales. Je parle de la Russie, je parle de la Turquie, je parle de la France. Mais la communauté internationale, comme Stephanie Williams après a pris en charge ce dossier, elle doit faire son devoir. Je ne sais pas comment elle peut le faire, mais elle devrait le faire. C'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour la dernière question? Qu'est-ce qu'on attend des réunions? Après, vous avez parlé que c'est juridique actuellement, ou bien il parle juridiquement. Oui, constitutionnellement, pour mettre en après, là, pour réaliser. Alors, qu'attendez-vous? Des réunions, de quoi il s'agit? Personne ne peut prévenir l'avenir. Oui, c'est vrai. Mais on espère. On espère, mais je ne veux pas mettre beaucoup d'espérance pour ne pas être déçu. Oui. Malheureusement. Mais on espère que ça va aboutir, mais on arrivera à un cadre, Inch'Allah. Mais il ne faut pas mettre beaucoup d'espoir, mais il faut garder cet espoir comme leitmotiv principal qu'on va réussir, on va gagner avec le peuple libyen uni. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une concorde nationale libyenne, un accord vrai et un devoir qui devrait être pris par chaque politicien et politique libyen de ne pas prioriser ses intérêts et œuvrer dans un cadre d'un mandat, et après rendre le pouvoir. Donc le cadre suivant, ce serait un mandat. Donc, mais si on décide de faire des élections et tout le monde décide de se présenter, ce seront où les électeurs? Il n'y a pas d'électeurs. Il faut là rendre hommage au rôle égyptien quand même que l'Égypte joue pour la réconciliation interlibyenne et pour la stabilité politique en Libye, non? Bien sûr, pour l'accueil, nous sommes un seul peuple frère, et il n'y a pas de différence. Il y a des familles égypto-libyennes qui sont composées des Égyptiens et des Libyens. Donc, et ça a duré depuis l'aube de l'humanité. Donc c'est pas, ils n'ont pas découvert qu'ils sont nos voisins. Ils sont nos voisins depuis nuit des temps. Donc c'est notre devoir de faire cela. Et c'était très apprécié par les représentants qui sont venus assister et qui ont tenu ces réunions. Et nous espérons continuer ces efforts. Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Merci pour ces informations, ces analyses et ces explications. Je vous remercie, chers téléspectateurs. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.